salut Thierry. Et bonjour. C'est le numéro 25 de Tekken Prod, et oui, numéro 25. Il fait beau, hein. Alors, je vais pas vous cacher que là, moi, je commence à être fatigué parce que le jeu de piste, il a démarré à Nice. On m'a envoyé à La Rochelle, après à Talmont-sur-Gironde, et aujourd'hui, nous sommes arrivés, et je n'ai pas encore compris pourquoi. C'est beau. Dans le Marais Poitevin. Mais c'est beau. Alors, oui, c'est beau. Bon, j'étais jamais venu personnellement ici, donc on est à 1 heure de La Rochelle à peu près, et à 10 km de Niort. Et pourquoi on est là? Alors on est venu pour parler images, belles images, beauty comme on dit, puisque nous allons discuter avec un monsieur qui s'appelle Michael, et qui est le patron d'une société qui s'appelle Freeway Drone. Et Freeway Drone en fait est celle qui vient faire le Tour de France avant tout le monde pour faire les images. Les jolies images des châteaux et des endroits qu'on voit pendant le Tour de France. Au moment où tu ouvres un œil pendant ta sieste lors du Tour de France, tu vois un joli château et hop, tu repars dans ta sieste. Ouais, avant de faire ta sieste, t'aurais pas peut-être petite news là? Alors on a quelques news. Quelques-unes. Bon, alors je vais commencer. Tu commences? Digigramme, figure-toi que Digigramme, d'ailleurs on en a deux news avec Digigramme. Ouais, deux news. La première, c'est propose un service en cloud. Tu m'as donné la plus compliquée, j'ai donné la plus simple. Ça propose un service en cloud, l'Ikoya Connect. Ça permet de simplifier la gestion des extérieurs. Le journaliste, maintenant, il peut sans se soucier de quoi que ce soit, son matériel, il est connecté sur le cloud, hop, le technicien récupère depuis la radio sur une interface web, hop, le gars en direct, c'est quand même nickel. Deuxième news de Ikoya, non, c'est de Digigramme. De Digigramme, c'est que Digigramme, en fait, maintenant, il y a un nouveau distributeur qui n'est autre que Ace Media Tools, que l'on connaît bien. Voilà, bonjour Arnaud, que nous avons reçu lors d'un Tekken Prod en version confinée. Et donc, ce sont les nouveaux distributeurs de Digigramme, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde du broadcast. Des gens sérieux. D'autres news, on en a quelques-unes, puisque Blackmagic a profité de l'été pour nous annoncer quelques nouveautés. Hein, donc, un saut de nouveautés. Ouais, un saut de nouveautés. Donc un nouvel vidéo assist, l'écran, des nouveaux panneaux. On dit, je sais jamais dire, c'est un panel, des panneaux, non, logiquement, oui. Des panels de pilotage pour les mélangeurs, et également, tu sais, les petites cartes mini recorder qu'on avait, maintenant sont passées en Thunderbolt 3, donc c'est-à-dire en USB-C Thunderbolt 3. Il était temps, puisque les nouveaux Mac, ça fait quelques années qu'ils les ont. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Ah bah oui, Sony nous avait sorti l'Alpha 3S. Ouais. Alors, S3, parce qu'il faut Alpha 7, S3, et ils font compliqué de plus compliqué. Annoncé, testé, tout le monde dit c'est super, ça va faire des vidéos de malades, capteur full format et autres. Tu vas voir que ça envoie du lourd. On a quelques vidéos qui valsent leur cacahuète. Oui, puis j'espère bien qu'on va pouvoir en avoir un ou deux pour le tester. Ouais, on rappellera Sony pour voir, on verra si ça tient mieux la chaleur que mes Alpha 7, hein, qui n'aiment pas du tout la chaleur, je vous le dis tout de suite. Moi, tu dis ça parce que non, ils n'aiment pas la chaleur. Et puis une dernière news qui est rigolote, puisque BFM TV vient de sortir un nouveau format. Ils se sont associés avec une société, une petite start-up française qui s'appelle Wildmocha. Et tu te moques de moi. En même temps, c'est compliqué comme nom. Ils sont à Nice. Et en fait, ils ont sorti une version, on va dire, verticale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la télé, c'est horizontal, sur un format 16/9 horizontal, rectangle. Je regarde la télé, là, et quand je passe mon téléphone en vertical, hop, ça redistribue tous les trucs. Voilà, jusqu'à présent, ça repassait bien, mais c'est resté en vertical, ça te faisait une petite vignette. Noir, tout pourri, Là, maintenant, hop, toutes les fenêtres repassent en vertical, ce qui fait que sur un seul écran, tu vas te retrouver avec, comme on le voit dans les images, c'est assez joli, en fait, à regarder, assez pratique. Essayer de les contacter, savoir ce qu'ils ont fait, parce que là, la question, c'est est-ce que c'est prévu dès le départ, ou est-ce que c'est prévu après? Alors, voilà, au niveau du fonctionnement, je ne sais pas. Mais ça rigole. On va essayer de finir le jeu de piste, parce que j'ai cru voir un camion. Alors, ils sont discrets, tu noteras que ils ont caché la vitre, c'est des têtes de gens, hein, c'est pas un gros logo. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de matériel dedans, je crois. Et j'ai vu qu'il y avait, ça ressemble à un mini hélicoptère. On va aller voir ce qui se passe quand même, parce que on va rejoindre notre invité. Notre invité, à tout de suite. Bonjour Michael. Bonjour. Michael Giselaire, c'est ça? C'est ça. Je ne me trompe pas? Non. Patron de Freeway Drone. Oui, avec Christelle Bowser, ma femme. Exactement. Qui n'est pas avec nous, qui devait l'être. Qui devait l'être, mais qui va bientôt l'être un peu plus tard, je pense. Voilà, pour profiter un peu de vacances et te suivre. C'est ça. Voilà. Parce que, contrairement à ce que ton bronzage pourrait laisser entendre,
tu n'es pas en vacances. Non, on n'est pas en vacances, voilà. Tout à fait. On est aujourd'hui dans un endroit qui s'appelle... le Marais Poitevin. Le Marais Poitevin. Et ça, maintenant, j'ai trouvé, moi. Voilà. Et tu es en train de faire ton tour de France à toi, puisque tu fais et tu prépares toutes les images pour les beauty. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Les points de vue esthétiques des monuments ou des zones géographiques du Tour de France. Alors, Freeway, c'est quoi d'abord? Freeway, c'est une société de prise de vue aérienne spécialisée dans la prise de vue aérienne avec des drones. Nous, on ne fait pas d'hélicoptère ou pas d'ULM. On est avant tout des gens d'image, donc c'est vrai que l'outil drone est un outil de prise de vue avant tout. Et donc on travaille à la fois pour le Tour de France, pour le Dakar, pour Déraciner des ailes et pour d'autres clients français et étrangers. Moi, je ne suis pas pilote, je ne suis pas télépilote. Thierry a une formation de télépilote. On ne va pas rentrer dans la réglementation tout de suite parce qu'on ira poser la question à Christelle, qui, elle, c'est son domaine, c'est aller chercher les droits pour aller filmer. C'est compliqué de faire ces images. Pour résumer, en fait, Michael fait la partie la plus sympa du travail. On est d'accord. On est bien d'accord. Parce que là, une fois que c'est fait, on a les autorisations, on va revoir comment ça marche, mais c'est compliqué de venir tourner, se dire, voilà, on débarque, allez hop, et je fais jouer les... D'abord, quelle machine? Alors c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. D'année en année, en fait, la législation évolue, ce qui est tout à fait normal. On va passer bientôt aux normes européennes. Et c'est de plus en plus compliqué, en fait, de faire voler un drone. Ça, c'est certain. Après, pour le Tour de France, c'est vrai que quand on prépare nos étapes, c'est un travail en amont qui est important, qui est le plus important, on va dire. Et parce qu'il faut des autorisations préfectorales, il faut les mairies, il faut des protocoles avec les aéroports, Natura 2000, les parcs nationaux, parcs régionaux. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est considérable, sans lequel on ne pourrait pas voler. Donc, et qui se prépare à partir de quel moment? Nous, on reçoit en fait nos étapes patrimoine de France TV, en gros 3-4 mois avant le grand départ. Donc on a déjà une liste qui est établie, donc on peut commencer à faire des recherches sur ce qu'on peut faire et pas faire. Donc à partir de mars-avril? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Mars-avril, on commence à avoir la liste. Donc on a à peu près 20-25 sites à tourner, avec des sites backup, comme on appelle. Donc s'il y a un château qui est échafaudé ou des problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain, en fait, on a toujours un autre endroit à faire. Donc voilà, donc une fois qu'on a notre liste... Et qui est-ce qui décide ces sites-là à la base? Ça, c'est le réalisateur qui décide, en fait, décide avec son repérage. J'ai fait son repérage, il dit voilà, le château va être fait par un hélicoptère, ça c'est plutôt le drone, etc. Donc on se partage un petit peu le patrimoine français entre les hélicos et le drone, et on est très complémentaires, on ne fait pas du tout la même chose. Ouais. Nous on est beaucoup plus au contact, et l'hélicoptère, lui, bon, déjà il est priorité sur la course forcément, après il peut effectivement aller autour d'un château, tourner autour, et le réalisateur mettra nos images en mixage pendant le direct. Ouais, c'est ça, ouais. Il ira chercher le détail avec le drone. Il ira chercher le détail avec le drone, tout à fait. Donc nous, en tout cas, notre cahier des charges à nous, c'est de dire, on est complémentaires aux hélicoptères, donc on ne fait pas du tout la même chose. Donc nous, on va vraiment être dedans, on fait même de l'intérieur des cathédrales et des églises. Là, dernièrement, on a fait le monastère de Bron. Ce qui n'est pas pratique avec un hélicoptère. Ce qui est un peu difficile, enfin c'est one shot. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Nous, c'est vrai qu'on a, quand on est autorisé à le faire par la DRAC et puis d'autres organismes, en fait, on arrive à tourner à l'intérieur des églises, des cathédrales, ce qui donne vraiment quelque chose de très joli et d'assez grandiose. Ouais. Oui, c'est ça. L'avantage du drone, on le voit de plus en plus dans tous les reportages. Maintenant, il n'y a plus un reportage à la télé où on n'a pas des images de drone. Effectivement, quand on peut rentrer sur des intérieurs comme ça, c'est tout de suite grandiose. C'est majestueux. Tout de suite, ça apporte vraiment un plus en fait à l'image. Ce qui apporte aussi un plus aujourd'hui avec les drones, c'est que comme l'Inspire 2 qui est ici, on peut changer nos optiques. Ouais. Donc on peut mettre des longues focales, des courtes focales, etc. Donc ça, c'est vraiment un plus dans l'imagerie drone, on va dire. Et c'est dans ces conditions-là, en fait, qu'on peut vraiment voir qu'il faut un caméraman, il faut un cadreur. Parce que quand on est au 45 mm, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver un axe intéressant, de gérer la vitesse du drone avec le pilote, etc. C'est beaucoup de choses à faire en même temps. C'est beaucoup de choses à faire en même temps. Et encore une fois, il y a un petit effet webcam, ça on ne peut pas le cacher, mais quand on est très bas, en fait, quand on est à 30 mètres avec un 45 mm et en mode sport, on a un rendu en fait qui est vraiment, vraiment superbe et complémentaire aux hélicoptères qui vont être un peu plus haut. Et donc, je t'ai coupé dans ton déroulé, mais une fois que vous avez reçu la liste de ce que vous deviez tourner, des sites,
Comment vous vous organisez derrière? Vous refaites, vous, un parcours avant pour voir Non, nous, on fait pas. Moi, je ne pars pas en repérage. Moi, mon réalisateur, il me donne ma liste. Après, moi, il y a vraiment mon cahier des charges à moi, c'est je veux du ciel bleu et je veux du beau. Donc voilà, moi, je ne tourne pas quand il fait gris. Tu t'achètes une grenouille. Voilà, exactement. Et elle me dit si je peux tourner ou pas. Donc en gros, voilà. Donc moi, c'est la météo qui me guide. Donc là, cette année, c'est vrai que pour le Tour de France 2020, on est plutôt aidé par la météo. Il y a eu d'autres années, en fait, on allait parfois à Lille, à Marseille, à Rouen. Ouais, on traversait la France entière. On bouffait beaucoup de kilomètres parce qu'on allait là où il y avait le soleil. Donc c'est vrai qu'en termes d'autorisation et en termes d'organisation, c'est un peu plus complexe parce qu'on a nos autorisations sur un temps qui est donné. Ça, on explique. En général, c'est sur 5 jours maximum. Tout à fait, ouais, c'est ça. Alors parfois, on avait des dérogations, on avait sur 1 mois, mais c'était pas tout le temps. Donc c'est vrai que ça nous aidait énormément parce qu'on pouvait aller un peu où on voulait. Donc c'est vrai que notre Tour de France à nous, on peut le faire 4 fois en 1 mois et demi, quoi. Puis après, tu as le jeu, en dehors des autorisations, pour terminer là-dessus, c'est que tu as le jeu aussi de ce qu'on appelle les systèmes S1, S2, S3, qui vont nous permettre d'avoir des autorisations plus ou moins compliquées à obtenir. Oui, il y a des Tours de France, des éditions de Tour de France en fait qui ont été plus complexes que d'autres parce qu'on avait 90% de S3. Ouais. Donc à gérer, c'est un peu plus... J'ai une question. C'est quoi S1, S2, S3 les gars? Alors, le S1 en fait c'est quand on est hors agglomération. C'est la campagne? C'est hors village? Ça dépend de la carte aéronautique. Il y a des villages qui sont S1, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des villages, en fait, on est en bord de village qui sont S1 et à 10 mètres, on est S3. Donc ça dépend vraiment. Il faut vraiment prendre une carte aéronautique et regarder ce qui est déterminé comme S1 et S3. Après, S3, en général, c'est quand on est en agglomération donc, ou sur vol du public. Hein, donc on peut être en pleine campagne, mais avec du public. Donc là, c'est considéré comme du S3. Donc ça dépend vraiment des lieux. Donc pour résumer, S1, c'est plus facile, S3, c'est plus compliqué. En termes d'autorisation, c'est beaucoup plus simple S1 que S3, oui, ça c'est sûr. Puis après, tu as des obligations qui sont différentes sur les hauteurs et les longueurs et les distances de vol. Là, on est sur une période de temps qui est anormale pour le Tour de France, puisqu'il a été décalé de 2 mois. Pour le tournage aussi, on parlait de beau temps, on est en juillet. C'est plus simple que de tourner en avril? Qu'est-ce qui change? Nous, on ne tourne jamais en avril, on tourne toujours au mois de mai, juin, parce qu'en fait, on attend toujours qu'il y ait des feuilles aux arbres pour être raccord au direct du mois de juillet. Donc ça, c'est la condition. Après, là, ce qui change aujourd'hui sur l'édition 2020, c'est qu'on tourne dans des conditions de vacances. Donc on rencontre beaucoup plus de monde. Enfin, en plus, les gens, ils veulent sortir après le Covid. Ouais, donc on a beaucoup plus de monde sur les endroits qu'on filme. Donc c'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué. Parce que sur nos zones de sécurité, etc., c'est un peu plus compliqué à gérer avec le public. Voilà. Qui n'est pas toujours compréhensif. Alors il y a 10 ans, il y a même moins que ça, il y a 5 ans, en fait, les gens étaient très curieux, ils venaient nous voir. Vous faites quoi? C'était très sympa, bon enfant et tout. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. C'est beaucoup moins. Les gens sont beaucoup plus agressifs parce que le drone est vraiment intrusif. Alors maintenant, vu que c'est accessible au grand public, tout le monde a son petit drone, on vole au-dessus des maisons, au-dessus des piscines, etc. Et maintenant, on a beaucoup de gens, malheureusement, qui viennent nous voir pour dire bah, vous venez filmer ma baraque alors qu'on a un château du 18e qui est à côté. Donc tout ça, il faut le gérer. Alors, vu que nous, on a toutes nos autorisations, moi, en général, sur l'attitude que j'ai, je reste très calme. Je dis appelez la police et vous verrez ça avec eux. Voilà. Donc ils le font parfois. Et puis la police, ben, ils sont au courant, donc voilà. Mais ça, c'est les gens, en fait, le comportement, moi j'ai senti un vrai changement, en fait. Hein, ouais. Ils se sentent vraiment surveillés, épiés. Et le fait que la police maintenant surveille les plages avec des drones, ça ne nous aide pas nous, en fait. Hein. Concrètement, sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Un souvenir qui t'accroche en te disant celui-là. Alors l'Élysée et l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, en fait, moi j'ai eu le frisson. Hein. J'ai eu un frisson et putain. Et en fait, on avait conçu un drone en contre-plongée, ça n'existait pas à l'époque. Hein. On a construit un drone, on a fabriqué un drone pour ce projet-là, en fait. Donc on a eu 1 mois d'essai où le drone il se cassait la figure tout le temps, ça tombait. Parce qu'en fait, le point d'inertie était en haut, donc le drone il faisait comme ça, puis il chutait. Donc 1 mois de crash pour avoir un truc qui se tenait à peu près. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de convaincre l'Opéra Garnier, parce que l'œuvre de Marc Chagall, mon assurance à 3 millions d'euros, c'est peanuts, quoi. Donc, de les convaincre qu'on n'était pas des cow-boys, qu'on n'allait pas faire une éraflure sur l'œuvre. Donc, j'essaie de les convaincre et je leur ai dit, écoutez, nous, on n'est pas des cow-boys. Et donc, il y en a un qui a dit, ouais, mais si votre pilote, il éternue, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, écoutez, ils éternuent avant et après, mais jamais pendant le vol. Alors, ça les a fait rire et c'était gagné. Donc, après, on a tourné de 22h à 8h du matin.
toute la nuit en fait, et on y allait progressivement. Donc on montait de plus en plus près, etc., pour prendre confiance en la machine, s'apprivoiser un peu l'environnement, etc. Et c'était superbe. Et après, moi j'ai fait un petit teaser en fait d'1 minute, mais pour moi en fait, juste pour vendre notre contre-plongée. Et que d'ailleurs Helico Micro a diffusé en premier. Et puis là, ça a fait boule de neige. Et puis on a pu gérer la com, c'était repris par Gala, par Le Monde, par New York Times et tout, et là ça nous a échappé totalement, quoi. Et ça c'était un grand souvenir de tournage, ouais, parce que c'était une nouveauté, quoi. Ouais. Maintenant tu peux le faire avec les Alta, tout ça, tu peux tourner en contre-plongée, mais à l'époque c'était un peu chaud, quoi. C'est bon? Ouais. Ouais, c'est parti mon kiki, hein. Ah non, pas de mots intimes, c'est vrai. Alors dès qu'on voit une petite barque là, ah, il y en a une là, ouais. Allez, ça tourne, vas-y, va le chercher. Il faut qu'on aille par là-bas voir, parce que c'est moins encaissé qu'ici. Là, ici, on ne pourra rien faire, sauf au 45 peut-être. Il faut que tu ailles là-bas, en fait, hein, tu vois. Alors, vas-y, je tourne, fais une avance. Appuie sur ta gauche physique. Voilà. Ton cap est bon. Continue comme ça. L'altitude est à peu près toujours la même ou on adapte en fonction de la météo? Mais la météo, ouais, quand on a... Ben, ça dépend. On avait beaucoup de Mistral à un moment donné, là, sur une étape à Grignan. Parfois, plus tu montes, moins t'en as. Ça dépend, en fait. Hein. Du coup, on est à quelle altitude, là? 100 mètres, là, 110. Ok, alors, bouge pas, reste ici, là. Moi, le drone, en fait, c'est juste un outil hein, de prise de vue. Hein. Moi, c'est ma caméra qui est importante, c'est pas le drone. Hein. Je pense qu'il faut être passionné par l'image. Il faut dire, tiens, comment je vais filmer ça? Comment je vais l'approcher? Quelle optique que je vais mettre? Est-ce que je vais faire un flair? Est-ce que je vais le tourner en contre-jour? Je pense qu'il faut aimer l'image. Allez, on pose, on met le 45. Si on prend de l'Inspire 2, on a le choix sur plusieurs caméras. Après, en TD, tu prends des caméras soit X5S ou la X7. La X5S, en fait, tu vas être limité en termes d'optique. Et puis, c'est un capteur micro 4 tiers. Donc, si tu veux, quand tu as un 12, ben, tu n'as pas forcément... T'as pas un 12. Après, quand tu prends du full frame en X7, tu as le choix sur 4 optiques. Voilà. Donc après, la X7, quand tu as un drone en l'air, là tu as quand même presque 20 000 €, donc on ne met pas sur toutes les prods. Voilà. Donc tu as le choix de ces deux caméras-là. Après tu as les X4 aussi, mais nous on ne travaille pas avec ça. Après, quand tu as des Alta, bah, tu peux mettre tout ce que tu veux, il ne faut pas dépasser 9 kg 2, quoi. Voilà. Tout compris. Ouais. Et tu as joué avec quel type de caméra? Alexa Mini, de la Red Dragon pour du 8K, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? La Millennium aussi, la C300, la C500, un peu, ouais, pas mal, le 5D, Mark III, un peu tout. Ouais. Tu mets ce type de caméra là pour avoir ce type de résultat là. Voilà, nous on a pris une C300 Mark III pour le Tour de France, pour le direct, uniquement pour le direct en fait, parce que voilà. Après, on aurait pu prendre autre chose, mais c'était un très bon compromis par rapport au poids, ce qu'on voulait faire, etc. Ouais. Donc non, ça dépend de ce que veut le réal. Si le réal est content, c'est plus important. Hein. Il y a une série d'essais pour le Tour de France en live? Ouais, beaucoup d'essais. C'est genre 2 jours d'essais avant. Voir que tout se passe bien, essayer des fréquences, avoir la liste des fréquences de tout le monde, des motos, des hélicos, des caméras au sol, etc., pour pas qu'il y ait de conflit. Parce que moi, ma hantise, en fait, sur le direct Tour de France, c'était de cracher en direct, quoi. Parce que là, tu prends un billet d'avion pour l'étranger et tu prends qu'un aller simple, hein, tu prends pas l'aller-retour. Donc en fait, c'est comme au casino, tu mises sur une couleur, en fait. Parce que tu sais que tous tes patrons, tous tes clients regarde. Et on a vu l'exemple du drone qui s'est crashé sur l'épreuve de ski. Tout le monde en a parlé parce qu'on préfère parler des trains en retard que des trains en avance. Donc on préfère parler d'un drone qui crache, d'un drone qui fait des super trucs. Ça c'est la règle, voilà. Donc oui, on a fait beaucoup d'essais. Ouais. Après, même si tu fais beaucoup d'essais, en fait, ça peut arriver. Donc on a fait beaucoup d'essais avant, on a fait beaucoup d'essais pendant, en fait. Hein, et puis après, tu as le fameux moment où tu as les vélos qui passent, où tu as 7 minutes de vol. Et il faut bien calculer, en fait, quand ils arrivent pour pouvoir être en l'air, etc. C'est pas comme l'Inspire où tu peux voler 18 minutes, tu as 6 minutes de vol, tout compris. Donc il ne faut pas les rater, quoi. Voilà. Parce que
toute la préparation, toutes les autorisations qu'on a demandées, pour au moment combien 20 secondes d'antenne. Bon, 20 secondes dans 190 pays peut-être, mais il ne faut pas rater ce moment, quoi. Parce que si tu décolles un petit peu avant, bah, tu vas devoir atterrir quand il passe. Donc tu peux vraiment les rater, quoi. Donc c'était très stressant, mais tu ressors tellement vainqueur, tellement fier quand tu as terminé, que ça vaut la chandelle, que ça vaut le coup. Hein, ouais. Mais grosse pression. Ouais. Ok. Là, il y a une barque juste en dessous. Est-ce que tu peux juste descendre? Ouais. Vas-y, descends. Donc là, tu espères obtenir quoi, du coup, en changeant les coups? Là, ben, j'espère obtenir des barques dans les marais poitevins, assez serrées, pour avoir leur navigation un peu sous les arbres, avec des ombres. Ce qui permet en plus à Olivier de mieux voir le drone, parce qu'on est en longue focale. Ici, on va suivre un tout petit peu. Par contre, essaie de revenir, tu vois, la faire comme ça. Ouais. Un mouvement, voilà, pas trop vite. Voilà, comme ça. Moi, je peux recroper un peu dedans s'il faut. Ouais, ça c'est bien parce qu'on voit qu'il pénètre dedans. Ouais, allez, attends, top. C'est une période particulière de faire du drone l'été, ça change la donne? Bah, c'est plus beau qu'en hiver. Donc après que ça change, bah, on est en short et en t-shirt. Le reste, non. Après, par rapport au drone, oui, si tu tournes l'hiver et que tu as un moins 20 degrés, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué au niveau des batteries, au niveau des doigts. On chope des crampes? Moi, ça m'arrive pas, non. Ok, tac, tac, tac. Eh ben, écoute, on pose, on a exploité l'endroit, on va poser là, c'est bon. Cette année, il y aura du live sur le Tour de France? Je sais pas. Ça peut être une surprise? Ça peut être une surprise, ouais, peut-être. Alors, je pose une question, là, pour le coup, un tout petit peu plus pointue, parce qu'il existe des systèmes avec des valises qu'on branche sur le secteur et qui permettent de raccorder le drone pour le laisser indéfiniment en l'air. Oui, mais il faut qu'il soit homologué S3. Et nous, notre drone Alta 8, il est homologué S3 parce qu'il est en captif. Donc on peut faire voler un drone de 13 kg en plein Paris avec un câble de sécurité. Un captif, il est attaché comme une laisse. C'est ça, on a mis, il est attaché comme une laisse. Donc il est attaché au bonhomme? En fait, tu détournes, tu détournes un tout petit peu la législation. Oui, mais c'est légal. Mais c'est légal. Mais c'est légal. Donc en fait, on l'attache au bonhomme ou on l'attache à quelque chose de fixe? Non, on l'attache pas au bonhomme parce qu'il peut se faire emmener, donc on évite. Hein. Ah oui, ça rigole pas au bestiole, en fait. Ah oui, ça pousse ça. Hein. Ça pousse. Non, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'il n'est pas attaché. Il est sur un rouleau. Et en fait, le pilote, il est... Comme le chien, alors il y a un assistant qui est là. Oui, plus ou moins. C'est la pêche, votre truc, là, en fait. Un petit peu. Le truc, c'est que plus on tire, plus le drone va forcer et plus il va prendre de la batterie. Donc moins on aura de vol. Tout ça, ça s'enchaîne. On en revient, il a toujours peu d'autonomie. Toujours peu d'autonomie. Il embarque comme... Alors celui-ci, c'est un 6, je ne me trompe pas, 6. Oui, tout à fait. Ouais. Le 8 que vous aviez sur le tour, pour faire les séquences, il embarque combien de kilos? Maximum 9 kg 1. Et donc c'est quoi le choix technique? Comment on fait un choix technique avec ça? Le choix technique, il est très simple, c'est l'émetteur qu'on va mettre dessus. L'émetteur broadcast. Donc c'est d'abord l'émetteur avant la caméra? Ah ben non, la caméra après elle va donner un flux en entrelacé. Donc moi j'ai pris le choix de mettre une C300 qui a un bon signal, avec une sortie SDI. Et après l'émetteur, il faut que ce soit un émetteur qui soit avec une plage de fréquence très large. Parce que nous on va peut-être croiser les fréquences des hélicos, etc. Il faut qu'on choisisse une fréquence libre. Et donc on a quelle distance du coup du drone dans là on n'est pas très loin parce qu'en fait on monte à 90 mètres d'altitude et on joue sur 30 mètres à peu près, pas plus. Donc moins de 200 mètres, donc les émetteurs classiques qu'on utilise, c'est ça. Ouais, mais le souci qu'on avait, c'était pas par rapport à la portée, c'était par rapport aux interférences qu'on pouvait avoir. Parce que sur le Tour de France, ça arrose de partout. Ça arrose de partout, ouais. Et alors le plus compliqué avec ces bestioles, de faire un tournage, aujourd'hui c'est quoi? C'est l'autorisation finalement, c'est plus le tournage? Le plus compliqué, l'autorisation fait partie du travail qui n'est pas simple, ça c'est vrai. Après, sur place, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les choix d'optique, le choix visuel qu'on peut avoir, il faut essayer de trouver quelque chose, de filmer différemment en fait. Donc après, le défi, ça va être de se positionner à une altitude, à un axe. Est-ce que je veux un contre-jour? Est-ce que je veux un flair? C'est des choix à faire. Moi, j'ai une base de chef opérateur sol, et quand on met une caméra sur un pied, en fait, on est toujours embêté par un poteau, par des gens qui passent, donc on est très limité. Mais ça, voilà, en l'air, il n'y a pas de limite.
En fait, c'est le choix qu'on va faire. Donc, et le choix qu'on se trompe de 10 mètres de hauteur ou de 100 mètres de distance d'optique, eh ben, c'est du tout ou rien en fait. Donc c'est voilà. Après, nous, c'est vrai qu'on vole tout le temps, donc on a un peu l'habitude de nos choix, mais il y a des endroits qui ont été un peu compliqués quand même. Comme l'endroit à Paris, c'est la fondation Louis Vuitton, que j'ai fait pour le Tour de France. On a tourné pendant 2 jours sur place. La première journée, j'ai pas trouvé d'axe en fait. J'avais du mal à trouver un truc un peu différent, avec des reflets, etc. Et je m'y suis surpris une deuxième fois, pour avoir vraiment me dire tiens, ça c'est intéressant, c'est plutôt joli. Ouais. Donc il y a des endroits comme ça qui sont un peu plus complexes que d'autres. Comme le Berry-Poitevin, par exemple, c'est pas facile parce que tout est encaissé. Les barques, elles sont sous les arbres. Donc comment est-ce qu'on va le filmer? On ne peut pas les voir. Donc il faudra qu'on aille chercher un peu, qu'on aille se positionner. Là, ça coûte cher un drone. Le drone en lui-même, il coûte pas cher, ça dépend de la caméra qu'on met, mais là on a mis une caméra X5S dessus avec le drone comme il est, donc aujourd'hui je pense qu'au bout de 3-4 000 euros on peut l'avoir. Mais après c'est tout ce qu'il y a derrière en fait, donc c'est les batteries qu'il faut prendre. Oui, alors, quand on sait que les batteries c'est 15 minutes. Voilà, les batteries, après il y a la valise de charge, il y a les optiques, il y a tout ça, donc en gros moi je pense que c'est une enveloppe de 10 000, si on va être confortable, hein, si on va être bien, en tout cas si on se dit professionnel, je pense qu'il faut quand même avoir tout ça dans le camion. Hein. Et pour les plus gros, ça monte les plus cher gros, ou pas tant que ça, nous, l'Alta 8, il doit coûter 35 000 euros à peu près. Après, il y a une Movie Pro en dessous. Il y a des batteries qui coûtent 300 euros la batterie, il faut en mettre 2. Et pour un vol de 7 minutes, donc il y a les chargeurs. Wow. Après, il y a les émetteurs connexes, il y a beaucoup de choses. Donc toute la chaîne, ça commence à revenir assez cher. Ouais. Il y a de la casse, ça arrive. De moins en moins. Comment ça, de moins en moins? Avant, c'est que quand on achetait des drones il y a 5 ans, en fait, on volait moins et c'était un peu moins fiable. On avait moins de retour, moins de signaux, d'alerte, etc. Mais même de retour. Maintenant, quand on casse quelque chose ou quand on le dépose malencontreusement, on est obligé de le signaler, donc il y a un retour de marque qui se fait... Ouais, alors nous on a eu un crash une fois sur le Louvre, en fait, où le drone il répondait plus aux commandes, il est parti prendre un mur, mais on n'était que à 1 mètre, donc ça allait. Et en fait, il a chopé une fréquence qu'on ne savait pas, et DJI, on a envoyé les logs, et ils nous ont remboursé totalement, parce que c'était un défaut du drone. Après, aujourd'hui, quand on a un arbre dans le cyprès, c'est en général une faute de pilotage. C'est pas trop un problème du drone. Et au début, il y avait beaucoup de casses dues à l'inexpérience, parce que c'est récent les drones, c'est quoi? Ça fait 20 ans, même pas? Même pas. Oui, c'est même pas, oui, je pense que les matériaux qui ont évolué, la façon de l'utiliser qui a évolué? Tout évolue en fait très vite, la fabrication, tout est en redondance, donc tout est doublé, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de crash aujourd'hui. Après le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas il y en a de moins en moins. Ouais. Là il y a des parachutes dessus. Ici. On les déclenche comment? Alors, il y a un bouton rouge? Sur la télécommande du pilote, en fait, il a sa télécommande, il a 2 boutons ici en cas de problème, il appuie, donc il y a un coupe-circuit, donc les moteurs s'arrêtent, les parachutes se déclenchent, il y a une sirène qui hurle en dessous pour prévenir les gens qu'il y a des choses qui arrivent des airs. Donc nous, on ne l'a jamais utilisé encore, mais ça c'est obligatoire en fait quand on est en agglomération. Ouais. Donc lui il a un parachute et lui aussi, ceux-là aussi? Il n'y en a pas celui-là, non. Celui-là quand il tombe, c'est panique à bord? C'est panique à bord ça quand ça tombe, ouais, parce que là, pour le coup, quand on a 10 kg qui tombent de 90 mètres, c'est pas obligé de le mettre? Non, pas en captif. Ah oui, puisqu'il est en captif. Et donc du coup, il est plus ou moins... D'accord, on ne vole pas au-dessus du public avec les drones. Non. Il y en a qui le font. On voit des choses, on voit des choses où, même quand on est touriste, moi je vois des drones, encore hier à la plage, j'ai vu un drone passer au-dessus de toute la foule. Vous avez un centre de formation chez Freeway. Oui. Vous avez des gens qui viennent un peu pour faire les cow-boys en disant voilà, moi je veux faire ci au-dessus de la foule, je veux faire ça, ou c'est plutôt des gens on est plutôt dans le côté sérieux et on va apprendre un métier, on va apprendre à piloter pour faire du professionnel? Non, on a 100%, ce sont des gens sérieux qui nous appellent, qui disent voilà, moi je veux. En général, c'est des chefs opérateurs qui travaillent en télévision, des intermittents qui nous appellent et qui disent voilà, moi aujourd'hui, ma carte de caméraman ne suffit pas pour les prods, il faut que je sois aussi pilote de drone. C'est devenu obligatoire? Pas obligatoire, mais conseillé, en fait. C'est-à-dire qu'on perd des piges, on perd des contrats si on n'est pas pilote de drone aujourd'hui, parce qu'on fait la caméra, donc on tourne une séquence, et puis il faut faire 2-3 plans en fait aériens, et c'est vrai qu'on n'appelle pas une boîte comme Freeway pour faire 2 plans aériens, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais donc c'est pour ça qu'on demande une polyvalence aux chefs opérateurs d'aujourd'hui. Ouais. Alors vous tournez partout en fait?
Il n'y a pas qu'en France, parce que là, on rigole, on parle du Tour de France. Nous, on est entre guillemets accrochés. Hein. Je vous rappelle que Radio Cyclotour, c'est, on vous racontera la suite. On se reverra d'ailleurs. Hein. Oui, on va se voir après, parce que moi, je veux savoir ce qui se passe vraiment sur le Tour. On a démarré en disant que vous tourniez les images du Tour de France en ce moment, mais vous tournez pour le Dakar. Alors vous tournez. On tourne pour le Dakar, on fait des plateaux de Karl Gessler et on fait pas mal des sujets aussi. Et vous faites l'étranger aussi? À l'étranger, on en a fait beaucoup. Ouais, on a fait beaucoup. On fait pour ASO, on fait Ironman à Hawaï. On a fait deux ans consécutifs là-bas. Donc là, c'est pour le direct. On fait un direct à Hawaï. Il y a 2 hélicos, c'est les hélicos du Tour de France qui sont là-bas et des motards aussi du Tour de France. Donc on fait la course, le triathlon, qui est très connu parce que c'est la finale à Hawaï. Et nous, en fait, on fait les épreuves de nage, les épreuves de vélo et de marche à pied quand ils sont au départ, en fait. Alors, question idiote, parce que Hawaï, c'est les États-Unis. Du coup, vous êtes obligé de repasser vos brevets? Alors oui, alors j'ai proposé moi à 2-3 de mes pilotes de passer le brevet de la FAA. Alors la FAA dit ok, mais il faut que le pilote aille aux États-Unis passer son brevet. Il faut qu'il ait quand même, qu'il soit très bilingue parce que c'est assez technique. Donc en général, ça ne marche pas. Donc moi, je prends un pilote américain. Ouais. On en reparlera, mais si ça t'intéresse. il parle fluently English. Non, on travaille avec un camarade de jeu qui lui-même tourne également et a passé son brevet aux États-Unis et est en train de passer son brevet en Australie également. Ah d'accord, intéressant. Ouais. Il le passe. En plus des problèmes de licence ou autre, comment on fait passer le matériel? Parce que nous, on sait que c'est compliqué de voyager à l'étranger avec les carnets ATA et autres, mais les batteries, ça voyage mal les batteries? Non, ça voyage très bien si ça ne dépasse pas 100 milliwatts. Je crois que même Air France, ils sont passés à 160 milliwatts. Donc c'est des batteries de drone à fond 99. Donc là, on peut en prendre, ça dépend de la compagnie aérienne. Je sais qu'Air France, moi, quand on a des voyages à l'étranger, je demande Air France. Parce qu'avec Air France, on sait qu'on peut mettre des batteries d'Inspire dans des sacs anti-feu par 2 avec du gaffeur sur les connecteurs et dans les sacs à dos. On ne met pas ça en soude. Donc en général, ça voyage bien, ça voyage mieux qu'avant. La batterie de drone est une batterie lithium et si je ne m'abuse, et particulièrement sensible et inflammable. Elle est sensible au choc. Au choc et à la charge. Voilà. Après, quand on est parti sur le Dakar, hein, donc on avait ce drone-là pour le Dakar, on en avait 2 comme ça en fait, pour le direct France TV. Là, c'est des batteries qui font, je crois, 222 mAh. Donc là, c'est interdiction en vol. Donc ASO a mis nos batteries dans un cargo spécifique en fait pour le Dakar. Il ne faut pas être pressé. Hein. Non, mais ils anticipent longtemps à l'avance. Hein, donc ils sont très organisés. Hein. Donc là, pour piloter ça, il faut forcément être 2. Non, on peut être tout seul, mais ce drone-là, il n'y a aucun intérêt d'être tout seul. Parce que c'est une caméra qui tourne en 360, qui tourne dans tous les sens. Donc si c'est pour mettre la caméra que comme ça, autant prendre un Mavic ou un Phantom 4. Hein. Alors qui c'est qui est le chef entre le pilote et le cadreur? Moi je parle pas de chef en fait, on est une équipe. Alors, qui décide? Parce qu'à un moment ou l'autre, il y a un résultat qui est attendu. Oui. On sait qu'en bas, il y a un client ou il y a un organisme qui demande des images et qui veut obtenir quelque chose. Qui va devoir être maître du résultat du coup? Moi en tout cas, quand j'envoie une équipe tourner, le donneur d'ordre c'est le caméraman. Tout le temps. Cadreur. Pourquoi? Parce que oui, c'est le cadreur. Pourquoi? Parce que ce soit avec moi ou même quand j'envoie une équipe ailleurs, après on peut discuter, hein, mais en général c'est le cadreur qui est donneur d'ordre. Parce que nos clients achètent de l'image. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'image. Le drone, ils ne le voient même pas. Donc voilà. Donc nous, ce qu'ils vont attendre, ce qu'ils vont regarder, c'est les résultats. C'est les résultats. Donc après, quand on a un caméraman qui est expérimenté, il va savoir ce qu'il faut faire. Il va choisir ses optiques. Il va dire, je veux un contre-jour, on va aller là, etc. Après, quand on a un pilote qui n'a pas de sens d'image ou qui n'est pas à l'écoute, ça ne marche pas. C'est un binôme, c'est vraiment un binôme. C'est pareil, un pilote, c'est comme pour les cadreurs, ça peut être un pilote, il peut tout faire, c'est-à-dire que ça peut être le même pilote qui fait le Tour de France, le Dakar. Tout seul? Non. Est-ce qu'il faut qu'un pilote peut tout faire? Est-ce que ton binôme aujourd'hui avec Olivier, qui n'est pas sur le plateau mais qui est derrière les caméras, est-ce que c'est toujours avec Olivier que tu tournes? C'est pas toujours avec Olivier que je tourne parce qu'en fait là on a une étape Tour de France qu'on va faire avec du Racer et Cinéhoop et c'est vrai que moi j'ai un pilote qui fait que ça donc il va faire ça après. J'ai d'autres pilotes qui sont beaucoup plus à l'aise pour filmer des voitures
très vite. En mouvement, très vite, etc. Olivier, on sait qu'il est, je le dirais lui-même, il n'est pas à l'aise avec ça. Après, il est à l'aise sur d'autres choses que d'autres ne pourront pas faire. Donc c'est vraiment, chaque profil a son... ils ont chacun leur capacité, leur façon de voler, etc. J'ai eu des pilotes en fait qui étaient un peu trop bourrins. Et là, sur un truc comme ça marche pas, quoi. Parce que là, vous avez vu tout à l'heure, en fait, douceur, voilà, puis dès que je dis va plus à droite ou on contourne ou on lisse, etc. C'est vrai qu'Olivier connaît mes codes de langage. Il y a des pilotes en fait où le temps qu'ils réagissent et qu'ils font, le plan on l'a plus, quoi. Ouais. Donc c'est vrai. Et en plus de ça, c'est vrai que quand on passe en Tour de France pendant 3 semaines, moi je veux un copain avec moi. C'est ça. Ça c'est vraiment important aussi d'aller faire un billard le soir et de se détendre un peu et pas parler que de drone. Faire le tour des bons sushis. Ouais, trouver des bons sushis. Donc maintenant on sait où demander les adresses. Voilà. Moi j'ai une question que j'ai perdue en 10 secondes, forcément. C'est vous avez énormément d'images. Donc là, on parlait des batteries, vous en avez beaucoup. Mais des disques durs, vous en avez une palanquée, là. On en a beaucoup, parce qu'en plus, moi, c'est vrai que je sauvegarde tout sur 3 disques durs différents, donc on commence à avoir une banque d'images très importante. Alors, on en fait quoi de la banque d'images? Comment ça se passe? La première question, c'est à qui ces images? Quand tu travailles pour France 2, c'est à qui? Alors, nous, quand on est sur des contrats comme France TV, comme le Tour de France, moi, c'est un accord que j'ai avec eux. En fait, moi, le contenu ne m'appartient pas, mais les rushs m'appartiennent après diffusion. Après, il y a d'autres contrats, comme on a travaillé 5 ans avec Coyote, Christophe de Chavannes. Eux, le contrat, en fait, ils voulaient avoir le droit image. Donc, on a donné. Là, on a fait un concert il n'y a pas longtemps pour France TV à Orange. Pareil, ils veulent des images. Donc, nous, on n'est pas contre ça. Après, on sait que les images sur le Tour de France ou même sur d'autres émissions, en fait, elles sont pas réutilisées. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Oui, parce que du coup, c'est quand même des belles images. Et donc, du coup, tu en fais quoi, toi? Nous, quand on a, pour l'instant, nous, quand on nous demande... On peut t'acheter des images ou pas? On peut, oui, tout à fait, ouais. Mais quand on nous demande, des documentalistes qui nous demandent, tiens, vous n'auriez pas le château, un tel, machin, etc. Donc on regarde et on peut les vendre. Après, il y a des endroits très sensibles qu'on ne vend pas. On nous a demandé beaucoup l'Élysée. Beaucoup l'Opéra Garnier, voilà. Et ça on ne vend pas parce que on sait que c'est sensible et qu'on ne veut pas le faire, quoi. Ouais. Parce que ça peut être un autre mode de revenu, ce genre de choses. Il y a des gens... C'est vrai que peut-être que dans 1 an, 2 ans, on y pensera, parce qu'on a beaucoup d'images. Peut-être qu'on y pensera de monter une banque d'images, ouais, c'est possible. On a été beaucoup démarchés aussi par des banques d'images pour nous racheter certains catalogues ou pour nous proposer de les mettre en ligne. On a toujours refusé. Donc voilà, pour l'instant, nous, notre travail, c'est de fabriquer des images. Donc on verra plus tard si on sera vendeur d'images, quoi. Ouais. Thierry, il va falloir quand même aller faire un tour aussi. Alors, ça sera peut-être pas aujourd'hui parce que tu n'as pas le temps, mais il va aller voir Christelle dans son bureau. Oui, on va essayer d'aller voir Christelle. Pour essayer d'aller voir Christelle, pour essayer de comprendre un peu plus les problématiques et le boulot de la documentation qui doit être faite avant les demandes d'autorisation. Parce que c'est pareil, il faut se tenir au courant, ça change tout le temps. Ce n'est pas écrit dans le marbre et ça évolue en permanence. C'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose, effectivement, mais la loi aujourd'hui sur les drones est en perpétuelle évolution. Ils sont en train de travailler sur une loi européenne. La loi française étant aujourd'hui, je pense, la plus drastique. Ils sont même obligés, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais ils sont même un peu obligés de lever le pied justement pour la législation européenne. Tout à fait, ouais. Et pour accorder un peu tout le monde. Il y a des pays, par exemple en Italie, où ça c'est génial, tu fais la demande une fois et puis à partir du moment où tu as eu l'autorisation, tu peux voler n'importe où, tu n'as même plus à donner un coup de fil. Donc ça c'est top. Et puis pour l'instant, l'Italie nous demande de prendre un pilote italien. Hein. Moi, je pars à Venise au mois de septembre. On a tourné à Florence, là on part à Venise au mois de septembre et ils nous obligent de prendre un pilote italien. Donc je prends un pilote italien. Parce qu'effectivement, il y a encore peu de temps, au moment on m'avait dit, tu fais la demande une fois, puis après tu voles n'importe où. À la fin de l'année, quand ils vont se mettre aux normes européennes. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a ce pays-là, il y a la Belgique, c'est pareil. J'ai pris un pilote belge. Les endroits comme ça, en fait, on est dans l'obligation de prendre un pilote local. D'accord. Bon, allez, au boulot, hein. C'est laquelle machine qu'on prend alors? Celle-là. Ouais. Bon, vous m'expliquez, vous faites le petit tour là, Thierry, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça marche. Je vais te laisser ranger le gros parce que celui-là il sert pas ici, on est d'accord. Non, j'ai sorti pour vous montrer ce qu'on utilisait sur le direct du Tour de France. Sympa. Donc je vous l'ai ramené, mais non, là on utilise surtout celui-ci parce que c'est très bien, très performant et qu'on est très content avec ça. Ouais. Bon, Thierry va faire le tour du pied du. Ça reste une machine, on va dire standard.
pour aujourd'hui toutes les images qui sont tournées. Oui, bah alors c'est vrai que celui-ci il est bien même pour le Dakar, on l'a utilisé parce qu'en fait quand on est en mode sport on peut atteindre des pointes, alors sur le papier c'est marqué 100 km/h, mais bon en général on peut voler à 80 km/h, donc c'est des machines qui sont quand même très maniables et qui vont assez vite et qui sont capables d'emmener des caméras très performantes en dessous. Ouais, tout à fait, donc c'est vrai que nous on tourne quasiment qu'avec ça, on en a 3 dans le camion et on tourne qu'avec ce type de machine là. Ouais. Alors ce qui est un peu embêtant, et ça c'est constructeurs chinois, c'est qu'ils nous mettent des no-fly zones partout et que quand on est, même si on est autorisé par un aéroport à voler à 110 mètres... Une no-fly zone, c'est en fait une carte informatique qui est dedans, qui est envoyée par le constructeur, en l'occurrence DJI, et qui vous dit, voilà, ici, terminé. Oui, alors même si on est autorisé par la préfecture et par l'aéroport, comme quoi on peut voler à 110 mètres, les Chinois nous bloquent tout à 50 mètres. Et il suffit que tu remplisses le petit... Ah, c'est fini ça? Ah non, mais si on l'a fait, là en fait on a fait un tournage il n'y a pas longtemps à Chartres, donc on a été autorisé avec le protocole aéroport à voler à 110 mètres. Préfecture, ils ont dit 50 mètres, mais le protocole disait 110 mètres et la préfecture a dit ok, 110 mètres, pas de souci. Donc nous on vole et 50 mètres bloqués. Et en fait les Chinois, nous on leur a envoyé notre autorisation et ils ont vu 50 mètres mais pas modifié, ils ont bloqué à 50 mètres. Voilà, donc on était bloqués. Et il y a plein d'endroits comme ça, en fait, même au port de Nice, c'était pareil, on était bloqués, etc. Et moi je trouve ça scandaleux hein, que le constructeur nous empêche de travailler, parce que pour le coup, sur des contrats, nous on vole tous les jours et il y a des moments, en fait, ils nous empêchent de bosser. Qu'ils le fassent sur des machines, on va dire grand public, c'est complètement compréhensible. Normal, mais sur des machines à des professionnels, il suffirait de donner son numéro de licencié, de licence, pour que logiquement elle soit déverrouillée. Oui, c'est ça, et même au monastère royal de Brou, c'est la même chose. Il y avait une prison qui n'était pas loin, donc on a débloqué la zone, pas de souci. Mais après, on a volé en intérieur, et à l'intérieur, il ne captait pas le GPS. Et quand il le captait, en fait, il bloquait tout. Donc on a dû tourner en ATTI, c'était un peu compliqué, etc. Mais voilà, après, c'est vraiment dommage que le constructeur nous bloque sur des contrats. La petite histoire pour l'expliquer, en fait, les no-fly zones ont été, a priori, d'après ce qu'on m'en a dit, édité parce que un petit malin a volé dans la Maison Blanche avec un Phantom 4 ou un Phantom 3 et qu'il s'est craché avec sur un mur. Donc là, les Américains ont dit si vous ne mettez pas ça en place... Oui, mais qu'ils le fassent aux États-Unis, mais pas en Europe. Mais le truc, c'est que même si on est autorisé, nous, par la préfecture, par les protocoles, par les aéroports, par tout le monde, mais parfois on est bloqué par le constructeur, quoi. Et ça, je trouve ça extrêmement navrant. Eh ben merci, Mickaël. Avec plaisir. On va te suivre. Bon vol. Merci. Elle est souvent enfermée dans ce bureau, c'est Christelle de Freeway Drone. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors tu es, on va dire, comment dire, la cheville ouvrière et c'est toi qui es coincé ici à créer et à monter tous les dossiers pour pouvoir permettre à Mickaël de partir se promener dans toute la France et dans le monde entier et arriver à aller faire les tournages. Oui, exactement, le travail de l'ombre. Exactement. Il le faut. Explique-nous d'abord le rôle que tu as dans Freeway, en fait. Oui, donc on a ouvert la société Freeway avec Mickaël maintenant depuis 2009. Mickaël étant déjà dans la partie vidéo, production audiovisuelle, caméraman, réalisateur, donc avait déjà très très bonne connaissance. Et moi j'avais ce qu'on va dire plus la complémentarité sur tout ce qui est le domaine financier, administratif, enfin vraiment le pilier sur la gestion d'une entreprise. Et puis donc du coup on l'a créé. T'as pas de base vidéo au départ? Non, pas de base vidéo. Ni dans la production, ni dans... D'accord, ok. Du tout. Là, moi c'est vraiment les chiffres. Hein. Voilà, la partie administrative, la partie la plus mathématique, on va dire. Donc mon rôle au sein de Freeway, moi je ne vais pas sur les tournages. Je me déplace de temps en temps pour accompagner Mickaël, mais en aucun cas, moi j'ai mon rôle à jouer sur le terrain, puisque mon rôle, moi, est en amont, bien en amont, et à préparer donc tous les dossiers, les déclarations, notamment de survol. Donc je suis spécialisée sur toutes les autorisations, les déclarations, mais aussi moi j'ai toute la partie après administrative, financière, donc les devis, la facturation, les préparations des dossiers et la gestion courante d'une entreprise en général. D'accord. Il a donc fallu que tu t'ingurgites la législation, que tu comprennes comment on faisait les dossiers de demande, quelles étaient les contraintes, les obligations dans un endroit ou dans un autre. Oui.
Comment ça s'est passé Tout à fait. En 2010, quand on a commencé, on n'était pas nombreux. Enregistrés au niveau de la DGAC, on devait être 7-8 entreprises. Donc il a fallu déjà s'imprégner et créer le fameux manuel d'activité particulière. Donc là, le fameux MAP, donc là, c'est inconnu. Personne n'en parle, on ne sait pas d'où ça sort et on était plus sur de l'aviation. Donc c'était assez difficile. Donc il fallait vraiment s'imprégner du système. Et c'est un peu comme un manuel qualité. On écrit ce qu'on va faire, mais on va faire aussi ce que l'on a écrit. Ouais. Donc, en avec théorie, les machines, avec avec les drones. Donc, la théorie et la pratique doivent vraiment être respectées assez rigoureusement. Donc là, au fil des années, en 2010, c'était tout nouveau. 2012, il y a eu une grosse, fracture au niveau de la réglementation. Et là, notamment sur les vols en S3, en scénario 3. Sachant qu'en plus, il va y avoir une harmonisation européenne qui va bientôt déboucher et les scénarios vont complètement changer. Peut-être qu'ils vont alléger beaucoup de choses pour les Européens. Il paraît. On ne sait pas ce que ça va devenir. Il faut s'en imprégner. De toute façon, il faut suivre. Donc ça, tu es obligé aussi, c'est une des contraintes. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que je m'imprègne souvent, je me tiens informée. On reçoit beaucoup aussi de newsletters sur, il peut y avoir des fédérations ou la nouvelle réglementation. Alpha Tango aussi envoie des notifications. Qu'est-ce qu'on a? La DGAC, les préfectures qui nous préviennent aussi. On a des préfectures qui nous contactent en direct. Attention, on a changé de procédé. Voyez la nouvelle réglementation. Ils nous envoient aussi des articles. Donc c'est rigoureux, mais tant que c'est bien suivi, on essaie de s'adapter au mieux, quoi. D'accord. Alors France 2 t'appelle, vous commencez à monter le dossier. Tu as la liste des points. Comment ça se passe pour monter un dossier? Alors il y a déjà, c'est Mickaël qui étudie en premier effectivement toute la partie... Là où il a envie d'aller dans ses vacances, tout ça, les hôtels d'abord, après les restaurants. Toute la partie, pratique et puis et les sites notamment. Après on fait un point ensemble, on se fait un petit brainstorming, même tous les deux. On fait le point sur tous les sites. Alors ce qui est difficile, effectivement, en général, top départ, c'est 2 mois avant. Donc là, dans les 2 mois avant, il y a tournage, mais aussi toutes les demandes d'autorisation. Donc là, par rapport à toute la liste des sites, déjà, il faut les recentrer vis-à-vis de la France, comment on arrive à se rejoindre. Et parce que moi, c'est ce qui va m'aider. Oui, faire un déplacement cohérent. Parcours, voilà, le parcours cohérent, effectivement, va moi m'aider dans toutes mes déclarations. Parce qu'on sait très bien que quand il y a déclaration de survol en agglomération, il y a du délai. Voilà. Et qui dit on dépasse ce délai et il faut reprolonger. Alors moi c'est vrai que je le demande plutôt sur 7 jours, c'est la réglementation, 7 jours, mais c'est vrai que si on ne tourne pas dans ce délai-là, je suis obligée de faire un renouvellement tout en respectant la semaine au préalable. Et donc tout ce qui découle avec, puisque si tu fais un tournage en ville, tu dois avoir des autorisations aussi, sans doute, de la mairie, de la municipalité, de la police. Là, cette année, donc c'était Nice. Donc, il y a effectivement, notamment la ville de Nice, mais aussi les ports de Nice, qui sont 2 services complètement... ils sont différents. Il faut demander à la capitainerie, par exemple. Et puis, donc, en fonction de ça, donc la déclaration de survol qui est envoyée à la préfecture. Vous avez les protocoles aussi, avec les tours aériennes. Là, les sur Nice, mais il y a hôpitaux. Oui, et puis certains sites, il y a les zones militaires. Il y a aussi des fois des parcs. Des zones, comment on appelle, des parcs naturels. Oui, voilà, des parcs naturels. On a eu, il y a 2 ou 3 ans, sur un site Tour de France où il y avait des nidifications d'oiseaux. Donc il fallait absolument vraiment faire attention, les protéger. Donc il y a il y a plusieurs facteurs qui font que normalement il y a un parcours qui est défini, mais on sait très bien que sur les il y a toujours des imprévus. Il y a des aléas. On revient en arrière, le site ne va pas, il faut retrouver un rapidement. Donc, non, mais par contre, c'est très, très intéressant. Et d'avoir aussi les municipalités en parlant, on va venir pour filmer tel site, tel monument. Voilà, on est accueillis à bras ouverts. Oui. Voilà, pour le Tour de France, c'est vraiment, on est accueillis à bras ouverts. Ouais. Après, ce qui concerne tout ce qui est la réglementation du vol et de la déclaration de survol, on est à la même... au même rythme que tout le monde. Il y a un délai à respecter, il y a des sites à respecter, il y a des zones, il y a des hauteurs, et les protocoles, c'est pareil. Mickaël nous a également expliqué que vous tourniez à l'étranger. Oui.
Donc du coup, tu es obligé également d'ingurgiter les législations étrangères. Oui, on a eu le cas, par exemple... Ou est-ce que tu fais appel à quelqu'un d'autre pour t'aider? Alors, on a eu les deux cas de figure. C'est-à-dire que le premier, par exemple, avec le Dakar. Le Dakar, on a fait en Argentine, Bolivie et Pérou. C'est vrai que là, on a été prévenus, donc c'était en 2016, voilà, 2016, décembre 2016, on a été prévenus pour tourner dès janvier 2017. Donc là, à fond sur la réglementation. Et ce qui nous a aidé, c'est on avait une connaissance, hein, en fait, un pilote d'avion qui travaillait au Pérou. Donc qui a fait notre petite main et qui a réussi à s'intégrer avec la DGAC du Pérou. Local, ouais. Et voilà, et il nous a vraiment aidé, donné un coup de main pour qu'on puisse gérer. Parce que ce qui était difficile, si je me souviens bien, c'est qu'il fallait, alors eux, selon le Pérou, il fallait absolument que nous, notre pilote, viennent sur place passer un examen. Oui, comme aux États-Unis, comme en Australie, voilà. Etc. Oui. Donc il a fallu prouver A par B en justifiant, en écrivant, donc en péruvien, faire tout un dossier pour dire voilà, nous notre pilote il est habilité, il a volé sur telle et telle machine, il a tant de nombre d'heures, il travaille avec nous, c'est une personne de confiance. Donc voilà, il a fallu vraiment établir tout un protocole et voilà, on a réussi quand même à avoir son autorisation de survol donc au Pérou. Après, l'Argentine, ça a été aussi assez compliqué. La Bolivie, non, ça a été assez simple, mais l'Argentine, compliqué aussi. Mais on a réussi à avoir vraiment tout dans les délais, en s'accrochant, en discutant, en échangeant énormément de mails avec leur aviation civile. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, effectivement, par exemple, pour Ironman, où là, il faut vraiment une licence américaine pour voler sur place. Là, donc, on fait appel effectivement à des télépilotes, des connaissances, hein, parce qu'on n'en voit pas n'importe qui, pour se renseigner, pour avoir les licences et travailler avec nous sur place. D'accord. Voilà, donc là, c'est vraiment tout ce qui est États-Unis, où là, c'est compliqué sur les licences. Européennes, on se débrouille, on s'imprègne de la législation et on arrive à voler sans souci. Là, dernièrement, si on a un pilote de confiance aussi en Italie, qu'on envoie pour... Ouais, vous êtes formé un petit réseau en oui, fait, on a un réseau, de pilotes. Voilà, autant français, autant international. On a voilà, des réseaux de personnes, de télépilotes de confiance avec qui on sait qu'on peut travailler et qu'on a confiance, on sait que le travail va être fait correctement et que Freeway sera bien représenté. Les outils que tu utilises au quotidien donc pour monter une demande? Ouais, on a Maxet, après Alpha Tango. Maxet, on explique en 2 mots. C'est toute la carte aéronautique qui va nous aider effectivement à voir où est-ce qu'on se situe par rapport à notre point de décollage. Ensuite, une fois qu'on a réglé ce premier problème... Voilà, une fois qu'on sait où on décolle ou à quel point on se situe. Donc si on est en province, moi je vais utiliser donc Alpha Tango. Qui est un autre site, qui est un site de l'État. Tout à fait, c'est une plateforme en fin de compte qui enregistre, qui a toutes nos données directement, par exemple Freeway Prod qui est représentant, qui fait de la prestation de drone. Dessus, alors on a toutes les coordonnées, qui gère la société. Les numéros d'immatriculation des machines. Voilà, tous les drones sont enregistrés avec leur numéro d'identification et numéro de série. Et puis nos télépilotes aussi. Oui, c'est ça, oui. Parce que vous avez une particularité, contrairement à beaucoup de télépilotes aujourd'hui, c'est que en principe, le télépilote fait lui-même sa demande avec son propre map où il va avoir intégré ses machines. Mais vous, Michael, n'est pas télépilote. Non, on le répète, il est cadreur. Donc du coup, en fait, vous faites travailler des télépilotes pour vous. Donc vous êtes obligé de les intégrer dans votre map. Voilà, tout à fait. Donc on en a 6-7 d'enregistrés au niveau de la France. Donc des télépilotes de confiance, on sait avec qui on travaille. Mais voilà, toute la partie par contre déclaration de survol, je sais que ça passe par moi. D'accord. Ça c'est ma responsabilité. Et du coup, pourquoi? Parce qu'ils volent avec nos drones. C'est ça. Voilà, ils volent avec nos drones directement, avec nos machines. Donc ils sont enregistrés chez nous, ils sont déclarés et moi ce qui me permet autant que ça soit sur Alpha Tango, qui est la plateforme qui enregistre tout et où on peut faire nos déclarations de survol, mais également pour faire les protocoles, que ça soit clearance ou
Allo Guide. Directement sur Paris par exemple, où moi tous mes télépilotes sont enregistrés, toutes mes machines, donc c'est vrai que c'est assez rapide après pour dire ça va être tel pilote qui va telle machine piloter, voilà. Donc après, une fois la déclaration est faite, il faut que tu fasses également un plan pour la zone de vol, si mes souvenirs sont bons. Oui, alors, mais en province, tu peux le faire directement. Hein. Moi, mes zones de survol, une notification équivalente. Là, par exemple, j'en ai une pour le Tour de France. Voilà, et c'est, par exemple, pour le musée Jacques Chirac, qui va être filmé pour le Tour de France. Et donc, moi, j'ai déjà fait ma zone de survol. Il reste quelques villes, notamment Paris, Versailles aussi, Montpellier et d'autres villes. J'ai eu le cas aussi dans le sud où ça ne fonctionne pas comme ça. Nice ne fonctionne pas comme ça. C'est tout à fait une autre plateforme. Alors, donc là, oui, c'est une autre plateforme. Il faut utiliser les cartes Google sur lesquelles on va indiquer là où se situe le pilote, là où se situe la zone de sécurité, de crash, de décollage, la ligne de vol, etc. etc. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est laborieux à faire. C'est laborieux parce que si on avait un seul site qui harmonisait tout, ce serait beaucoup plus simple. D'accord ? Sauf que là, on se retrouve avec Nice qui a sa particularité, Paris qui a sa particularité, Versailles aussi. Dans le sud, on trouve des particularités aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile et on se dit pourquoi ils ne regroupent pas tout pareil. L'Europe. Voilà, c'est ce que j'aimerais bien. On te laisse travailler, on te laisse finir de préparer les vacances de Michael. Oui. On sait que tu vas aller le retrouver très bientôt, puisqu'il vient de nous l'annoncer tout à l'heure, et que tu devais effectivement être avec nous le jour du tournage. Oui. Et que tu n'as pas pu te débloquer. Donc voilà, bon courage à toi. Et je vais pas te dire bon vol. Non, mais non. Et ça t'attire pas? Alors j'ai essayé, faut le dire. Alors après, moi je suis pas une pro des manettes et des jeux vidéo. J'ai un petit P4. Petit Phantom 4, bon, je l'ai retourné, j'ai tendu la pelouse avec. Donc je me suis dit, j'ai pas retenté l'expérience. Maintenant, il y a le Cinéwhoop qui est très intéressant. Ouais, ça, Michael nous en a parlé et j'ai hâte de voir les images que ça va donner parce que je pense que ça peut être super intéressant. Oui, on en a fait un dernièrement là et ça va être super intéressant. Et c'est vrai que ce nouveau procédé avec les lunettes, pourquoi pas? J'essaierai bien. On ne sait pas. J'ai jamais volé, mais pourquoi pas être télépilote d'ici 2 mois. Tu pourras passer ton diplôme. Oui, forcément. Tu auras déjà une petite avance. Oh oui, voilà, j'aurai une avance au moins là-dessus. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Bye. Alors, Christelle, c'est quand même hyper sérieux. Elle est bloquée au bureau, tu vois, elle y reste tout le temps et elle passe sa vie sur des plans et des demandes d'autorisation. Sincèrement, pour malheureusement fréquenter beaucoup de télépilotes, on aimerait tous avoir une petite Christelle dans notre poche qui s'occupe de ça parce que c'est ça. C'est juste, c'est laborieux, c'est compliqué. Prochain rendez-vous, on fait quoi? Parce que là, du coup, le jeu de piste, il finit. Alors le prochain rendez-vous, il va surtout être peut-être pour toi de commencer le Tour de France, un petit peu d'une façon décalée puisque tu vas cette année faire une opération qui s'appelle Radio Cyclo Tour. Alors pour bien comprendre, on va emmener plusieurs entités, Radio Cyclo, tvdchef.com, Tech & Prod, et on va essayer de vous monter un programme, enfin je dis essayer, non, il est monté, 4 heures de direct pour commenter la course, parler de gastronomie, parler de tourisme, parler des coulisses. Alors ça va pas être simple cette année, parce qu'effectivement on en a des informations et vous allez voir que c'est un tour particulièrement différent, mais en tout cas on fera appel à toutes nos connaissances et à notre réseau pour vous faire découvrir ce majestueux déplacement technique qu'est le Tour de France en courant septembre. Eh oui, ça sera en septembre, les gars. Et moi, je viendrai juste pour la partie TV des chefs. C'est ça, j'ai bien compris, juste pour manger. Bon, allez, à la prochaine. Bye. Ciao.